Aujourd'hui, je voudrais discuter la question de l'utilisation de la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire, en abrégé RMN, pour l'étude des aliments et de leur transformation, notamment dans la discipline scientifique nommée gastronomie moléculaire. On est conduit à de nombreuses analyses des phénomènes qui surviennent lors des transformations culinaires afin d'identifier les mécanismes de ces transformations. Alors sur cette première image, on voit à gauche ce qui est nommé l'aimant d'un spectromètre, et puis au milieu, on voit la représentation de 4 composés, 2 chlorophylles dans la partie supérieure et 2 caroténoïdes dans la partie inférieure. Et puis à droite, on voit ce qu'on nomme des spectres, c'est-à-dire ce que produit le spectromètre de résonance magnétique nucléaire. Alors, dans cette présentation, je voudrais montrer d'abord que la RMN, c'est une merveilleuse méthode d'analyse. C'est très simple en pratique. Les outils sont facilement accessibles et il y a plein d'applications. Alors, je ne pourrais pas insister beaucoup sur toutes les applications parce qu'il y en a beaucoup trop, mais comme je le dis ici, voilà mon adresse email, je réponds à toutes les questions, qu'il s'agisse d'ailleurs de RMN ou d'autres choses. Je ne mettrai pas de référence dans mes diapositives parce que ça encombre les diapositives, mais je les tiens à la disposition de qui me les demandera. Voilà. Alors, le principe de la méthode, c'est en fait assez simple et il faut commencer par dire que l'ARMN, c'est une méthode qui, à partir d'aimants, permet de voir les atomes décomposés. Alors, c'est quand même un truc incroyable. Il n'y a pas besoin de choses compliquées, il y a besoin d'aimants. Et ces aimants, ça peut être alors, ils sont créés de la même façon que dans les sonnettes que nous avons à la maison. C'est-à-dire, il y a des électroaimants et c'est le principe qui est le suivant, qui a été découvert il y a déjà plusieurs siècles, c'est que quand on fait passer un courant électrique dans une bobine de fil, eh ben, il y a un champ magnétique qui est produit. Donc on crée comme un aimant. Voilà. Alors ici, sur cette image, on part d'un peu d'eau. Je l'ai représenté en bleu, mais enfin, ce sont les espèces de petits V qui sont des molécules d'eau. Entre ces molécules d'eau, il n'y a rien, c'est du vide. Donc la couleur bleue est abusive. Mais enfin voilà ces molécules d'eau qui vont dans tous les sens. Leur mouvement ne sera pas très important pour notre discussion. Voilà. Alors, quand on considère une molécule d'eau, c'est un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Ces atomes ont tous un noyau et des électrons qui tournent autour et qui sont partagés entre les 3 atomes de la molécule d'eau. Bon. Alors, ces électrons sont des objets nommés électrons, mais on a découvert, il y a déjà bien longtemps, qu'ils se comportent comme des aimants. Alors, on appelle ça des spins, c'est-à-dire que l'aimantation d'un noyau d'hydrogène, ce qu'on nomme un proton, alors, se comporte comme un aimant. C'est les flèches représentées en rouge. Alors, il ne faut pas confondre le noyau et l'aimant. Ce sont 2 choses différentes. Le noyau, il est fixé dans la molécule, mais le spin, donc l'aimant, lui, il peut être dans n'importe quelle direction. Bon. Alors, initialement, quand on a de l'eau, on a donc beaucoup de protons dans les molécules d'eau, et donc beaucoup de spins très désordonnés. Si maintenant on descend l'échantillon d'eau dans un endroit où
où règne un fort champ magnétique, ce qui est représenté par la flèche à gauche, à ce moment-là, s'applique sur chaque spin, donc chaque petit aimant d'un noyau d'hydrogène, une force qui est perpendiculaire à ce spin et qui est perpendiculaire au grand champ magnétique. Et ça fait une force qui fait tourner le spin autour de la direction du champ magnétique qui est appliqué, le grand champ magnétique. On appelle ça la précession. Donc tous nos spins se mettent à précesser quand on les place dans un champ magnétique. En moyenne, un spin qui précesse, il a une direction qui est soit dans le sens du champ, soit opposée au sens du champ. Mais dans la mesure où il y a une certaine température, ces aimantations globales, si l'on peut dire, ne vont pas toutes se mettre en sens inverse. On sait que deux aimants, quand on les rapproche, ils se mettent tête bêche. Là, ça n'est pas possible, parce qu'il y a une énergie qui est communiquée, et donc il y a certains aimants qui se placent dans l'autre direction. Mais enfin, la somme, elle, est bien ce qu'on dit antiparallèle. Alors maintenant, ajoutons une petite bobine de fil conducteur, donc du fil électrique, si on peut dire, perpendiculairement au grand champ magnétique, et faisons passer dans cette bobine un courant électrique. Un courant électrique qui parcourt une bobine de fil conducteur engendre un champ magnétique qui est dirigé selon l'axe de la bobine. C'est l'espèce de grosse flèche bleue horizontale. Bon. Et ce nouveau champ qui s'ajoute au précédent va donc agir sur le spin global, la flèche en noir, avec une force qui est perpendiculaire, c'est-à-dire que maintenant, ce spin global va tourner autour de l'axe horizontal. Et c'est ainsi qu'on peut faire basculer le spin, ou le spin total, d'un angle qu'on détermine par le temps pendant lequel on fait passer le courant. Donc si on veut, on peut faire basculer de 90 degrés. Bon. Mais supposons maintenant qu'on arrête le courant électrique dans la bobine. Le spin total va se mettre à revenir, on appelle ça la relaxation. Il va reprendre sa position initiale. Et il va la reprendre en faisant un mouvement compliqué. Alors, je précise ici qu'il y a plusieurs descriptions possibles de tous ces mécanismes. Ici, je prends une description qu'on dit semi-classique. On pourrait prendre une description complètement quantique, mais ça facilite de prendre cette représentation que j'ai adoptée. Et alors, en tout cas, la bobine, maintenant, qui se trouve devant un champ qui varie, va se mettre à être parcourue par un courant. Ça, c'est la découverte de Michael Faraday donc au XIXe siècle. Oui, quand on fait passer un courant électrique dans une bobine, on crée un champ magnétique, mais quand on fait bouger un champ magnétique devant une bobine, on crée un courant électrique. Et ce courant électrique, on peut l'amplifier et l'enregistrer, et voilà le courant électrique que l'on obtiendrait si on était dans un cas très simple, avec un seul spin qui relaxerait. Voilà. Alors, c'est une sinusoïde décroissante, et il existe une transformation mathématique, une opération mathématique inventée par Jean-Baptiste Fourier, qui consiste à connaître la fréquence d'oscillation. Et donc, si par exemple on a un signal enregistré par la bobine avec deux fréquences superposées, ben on aurait par la transformation de Fourier deux signaux dans la représentation de l'intensité en fonction de la fréquence. Ça, c'est un spectre tout simple. Donc on voit bien le principe, on a un grand champ magnétique, et puis ensuite un petit champ magnétique perpendiculaire, on fait passer un courant, on arrête le courant, on récupère un courant électrique, et ce courant électrique va diminuer, c'est la relaxation,
et on fait une transformation de Fourier, et on a des signaux à des fréquences particulières qui correspondent à l'environnement chimique des spins. Alors, je montre ici, pour un composé pur du D2O. D2O, c'est l'eau deutérée, c'est-à-dire que c'est de l'eau, mais au lieu d'avoir un proton, on a du deutérium, donc qui est un isotope de l'hydrogène. Voilà. Ça se comporte comme de l'eau, ça a l'apparence de l'eau, ça dissout les composés comme l'eau, et ici, donc, on voit bien le composé qui a été représenté. Il y a un cycle hexagonal avec 6 atomes de carbone en vert, et puis en haut à droite, on part avec un atome de carbone, puis un atome de carbone. Il y a, les boules en grise représentent les atomes d'hydrogène, et on a enregistré le spectre RMN de ce composé avec un spectromètre qui fonctionne à 300 MHz, je ne rentre pas dans le détail, et ce composé était en solution dans le D2O. Voilà. Et on obtient le spectre de la partie inférieure, donc il n'est pas si compliqué que ça. Donc on voit des signaux vers 7,5, des signaux vers 3 et des signaux vers 1,5. Alors, ces signaux, on apprend facilement à les décoder et à les associer à des atomes. Alors, ce qui est plus intéressant, c'est que maintenant, cette technique d'analyse, on peut l'appliquer non pas à un composé pur dans l'eau, mais à un mélange de composés. Ce mélange peut être complexe, comme ici un bouillon de carottes. Donc on a un bouillon de carottes et on veut l'analyser par spectrométrie des résonances magnétiques nucléaires. Alors le bouillon de carottes, on fait un bouillon de carottes, il n'y a rien de particulier. Ici c'est une image de 2 bouillons de carottes qui se font en laboratoire. Les vapeurs sont recondensées, mais enfin c'est un bouillon de carottes. Et alors, naguère, c'est-à-dire quand j'ai commencé à appliquer la RMN à des systèmes complexes comme ça, je pense que c'était dans les années 90, il fallait 5 jours pour faire une analyse. C'est-à-dire qu'on partait du bouillon de carotte, par une ouverture latérale, on prélevait donc 1 millilitre. 1 millilitre, c'est donc très peu, hein, c'est 1 millième de litre, ça veut dire à peu près 1 gramme. Et ce gramme de bouillon, on le lyophilisait, c'est-à-dire qu'on le met dans une machine où on fait le vide, l'eau est sublimée, on le lyophilisait une deuxième fois et on le dissolvait dans du D2O et on en prenait la moitié pour faire un spectre d'ARMN. Et voilà ce qu'on obtenait. Donc avec cet appareil-là, donc un appareil qui fonctionne à 300 MHz, je ne rentre toujours pas dans le détail, on peut étudier l'hydrogène, le phosphore, le carbone et le fluor, mais on va montrer ici des spectres d'hydrogène, de protons. Et voilà donc un spectre de protons d'un bouillon de carotte. Alors, c'est un spectre qui a l'air compliqué, au moins pour la partie centrale, mais on va voir que c'est tout simple. On a mis en vert un composé de référence pour pouvoir caler le spectre, mais ça, c'est déjà de la transpiration technique dans laquelle on n'a pas besoin de rentrer maintenant. Et alors, dans ce spectre, on a très bien vu donc 3 sucres, essentiellement, donc le déglucose, le défructose et le saccharose, en anglais sucrose. Il y a de l'eau, même malgré la lyophilisation, il y a toujours de l'eau qui traîne partout, il y en a de l'eau limitée dans l'atmosphère, et puis on voit d'autres composés, par exemple de l'acide malique ici, mais on voit surtout donc ces 3 sucres, et ces 3 sucres se manifestent par l'ensemble de leurs atomes d'hydrogène. Et voilà pourquoi, pour une même molécule, il y a plusieurs signaux, on appelle ça des signaux, ce qui est un avantage parce que si on considère un signal et qu'on l'attribue à une molécule, à ce moment-là, on doit trouver un signal correspondant d'un autre atome pour la même molécule. Alors, dans une autre partie du spectre, on voit maintenant les acides aminés et les acides organiques. Alors, par exemple, l'acide formique, l'acide éthanoïque, l'acide malique, voilà pour les acides organiques, et puis pour les acides aminés, l'alanine, la tréonine, la glutamine, la tyrosine, la phénylalanine, et donc ça, on apprend assez facilement à décoder un spectre. Bon. Alors,
Ça a l'air compliqué, mais il y a une méthode à mettre en œuvre qui s'appelle la méthode des ordres de grandeur, qui consiste à dire qu'on ne va pas partir bille en tête dans l'analyse d'un spectre, on va d'abord se mettre très loin, c'est-à-dire le regarder au premier ordre, en gros, si on peut dire, et là, c'est tout simple, parce qu'il y a un seul signal, il est à 4,7 à peu près, et donc c'est l'eau. Et évidemment, dans un bouillon de carottes, le composé majoritaire, c'est l'eau. Alors une fois qu'on a fait ça, on oublie ce signal-là et on va grossir 10 fois. Alors on obtient le deuxième ordre, et là on voit apparaître à la valeur 0 en abscisse un signal, un autre signal, mais c'est le composé de référence qu'on a mis pour pouvoir ensuite se caler, soit pour l'identification de la position des signaux, soit leur quantité, mais on verra ça plus tard. Donc maintenant, on sait que dans ce bouillon de carottes, il y avait l'eau et le composé de référence. Alors on peut maintenant oublier ces deux composés et passer au troisième ordre, et là on voit apparaître des signaux, et on peut s'intéresser à ces signaux, et puis ensuite on passera au quatrième ordre, et on verra plus de signaux, et on analysera plus de signaux. Et puis on s'arrêtera quand il y aura du bruit, quand on sera dans le bruit. Alors, à chaque fois, je le dis bien, on ne considère que ce qui dépasse. Donc ici, sur cette image, on ne considérait que 1, 2, 3, 4, 5 et 6 signaux. Les autres, on ne les considère pas. Et puis, après, on changerait la valeur de la barre et on aurait plus de signaux, mais on oublierait les précédents. Voilà. Des méthodes d'identification, elles ont été longuement travaillées. Il y a un article tout à fait remarquable de Thérèse Affan qui a pris un très très grand nombre, disons, de composés organiques que l'on trouve dans les aliments. Alors par exemple ici à droite on voit les acides aminés, à gauche c'est la première page de son article, et elle a analysé ces composés par RMN et elle a identifié les signaux qu'ils engendrent, leur position et leur variation en fonction de l'acidité. C'est un travail tout à fait remarquable. Avec ça, il devient facile de partir d'un milieu et puis d'aller identifier les composés. Alors par exemple ici en haut, on a un spectre. Alors c'est un spectre de café et on a identifié donc le synth-hydroxyméthylfurfural, la trigonéline qui est abondante, le formate, un deuxième signal de trigonéline parce qu'on se souvient que sur une même molécule il y a plusieurs protons, donc il y a plusieurs signaux, et ainsi de suite. Voilà. Alors c'est donc un spectre RMN d'un café torréfié. Et puis, donc, on a, à partir des composés purs, on peut donc identifier, trouver les positions, et à ce moment-là, on les voit sur le spectre et on compare. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle un ajout, c'est-à-dire on prend un milieu complexe et on lui ajoute un composé particulier pour aller voir quels vont être les signaux qui vont changer. Alors on peut ajouter un composé ou plusieurs composés dans la mesure où leurs signaux ne se superposent pas. Voilà. Et alors par exemple ici, toujours sur notre café, on a fait un ajout de caféine et un ajout d'acide glycolique et un ajout de galactose. Alors la portion de spectre que l'on voit représentée, donc on va partir de la droite. Donc il y a ici le pic de référence, le signal de référence, et puis progressivement on voit des signaux apparaître jusqu'à la gauche où là il y a le grand signal de l'eau. Bon. En haut à droite sont indiquées les conditions d'acquisition, par exemple le nombre de scans, c'est-à-dire au lieu de faire une seule fois le procédé que j'ai décrit plus tôt, on va le faire plusieurs fois, enregistrer plusieurs spectres successifs qu'on va ajouter, et ça permettra de réduire le bruit, et donc de mieux analyser les signaux pertinents. Alors, il y a ce qui est marqué AQ et D1, ce sont des paramètres importants pour l'acquisition, mais je pense que ce n'est pas le lieu d'en discuter maintenant. Alors ici, de la même façon, on a sur une autre partie du spectre, c'est toujours du café torréfié, on a ajouté de la caféine, de l'acide glycolique et du galactose, et on voit bien les changements entre le premier spectre et le spectre avec ajout. Donc on identifie de façon absolument formelle le composé, par exemple caféine, ici, ou galactose. Alors il y a d'autres méthodes, par exemple des méthodes
on peut regarder les couplages. Alors les couplages, ça veut dire que parfois un proton, au lieu de donc un atome d'hydrogène, enfin le spin, au lieu de donner lieu à un seul signal très fin, peut se dédoubler, se tripler, se quadrupler, et ça nous donne des informations sur l'environnement chimique de ce proton. Alors, découplage, ça veut dire qu'on peut croiser deux spectres pour aller voir des correspondances entre deux. Je ne rentre pas dans le détail, c'est des méthodes classiques, faciles. Et puis, il existe maintenant dans les ordinateurs des programmes qui permettent de prévoir le spectre théoriquement pour un composé donné. Et voilà ici, par exemple, une molécule qui a été représentée dans la partie supérieure et le spectre qui a été calculé. Alors, ce n'est pas exactement celui qu'on va obtenir, mais en tout cas, c'est la même forme de spectre et c'est des positions qui sont approximativement justes. Bon. En ligne, il existe maintenant des sites où on peut entrer le spectre et obtenir l'identification. Donc c'est tout à fait remarquable. Dans le fond, si l'être humain peut le faire, un programme intelligent peut le faire aussi. Voilà. Et puis, on n'oublie pas que, certes, l'identification est importante, mais la quantification l'est aussi. Alors, pour la RMN, il y a une idée tout à fait importante à avoir, c'est que l'air sous un signal est proportionnel au nombre de protons responsables de la résonance correspondante. Alors ici, on voit que des signaux très fins, donc on n'a pas l'impression qu'il y a une aire, mais si on grossit, on voit une aire, et c'est ça qui nous aide. Alors, comment quantifier ? Alors, quantifier, on est bien d'accord que chaque signal correspond à un type de proton particulier. Donc ici, sur l'alanine, les flèches montrent les résonances correspondant aux différents protons. Bon. Mais certains de ces signaux correspondent à 3 atomes d'hydrogène, d'autres à 2 et d'autres à 1. Et si on fixe à 1 l'aire des protons qui est unique, qui donne à ce moment-là, quand on a un signal qui correspond à 2 protons, ben l'aire elle est double. Et pour un signal correspondant à 3 protons, c'est triple. Et ça nous aide beaucoup. Alors, il y a une méthode élémentaire pour calculer la masse d'un produit. Je ne rentre pas dans le détail du calcul de droite, mais il est donné en totalité, donc c'est pas très compliqué. Et en gros, on met un composé de référence, donc on sait le nombre de protons qu'il y a pour ce composé. Ça va être, mettons, le signal qu'on voit à 0. Et puis, il y a un composé qu'on veut doser, donc celui qui résonne à 4. Et ben, on fait une règle de 3 pour avoir la quantité de protons correspondant à ce signal, donc de molécules correspondant à ce signal. Et donc, on a la masse, si on connaît la masse molaire, on a la masse qui est présente dans le tube. Alors ça, c'est tout à fait remarquable. On n'oubliera pas des bonnes pratiques, c'est-à-dire de la même façon que quand on utilise une balance de précision, on pèse 3 fois pour avoir une moyenne et un écart-type, ben ici, on fera de même, on fera 3 intégrations avec des bornes différentes et on calculera une moyenne et un écart-type. Alors, une meilleure méthode que celle que je viens de décrire est celle des courbes d'étalonnage, c'est-à-dire qu'on commence par faire des solutions de concentration connues, ça c'est les croix bleues, et puis on fait passer par ces croix bleues une droite d'ajustement, c'est la courbe oblique, voilà, et on utilise ça pour partir d'un signal inconnu et d'obtenir la concentration que l'on souhaite. Alors, quand on fait de la belle chimie analytique, on peut faire mieux, et en particulier, on fait ce qu'on appelle les hyperboloïdes, c'est-à-dire les espèces de formes bleues un peu incurvées, et ainsi, on a une meilleure détermination. Bon. Alors maintenant, je passe à une méthode dérivée et qui a bouleversé notre travail, qui est la RMN quantitative in situ. Et ça, c'est fondé sur l'idée que les tissus végétaux sont des gels. Là, l'image représente une échalote. Une échalote, c'est essentiellement de l'eau. Mettons 85%. Donc, on peut analyser une échalote avec une RMN liquide.
Et c'est ce que j'ai imaginé de faire. Ici, dans le tube à droite, on a mis un tout petit lambeau de carotte. C'était une carotte au début. Ça fait 1 mm² de section, ça fait 5 cm de long. Et avec ça, au lieu de 5 jours, on met 10 minutes pour avoir la même information. Il n'y a pas de D2O, donc pas de solvant. Il n'y a pas de préparation des échantillons, il n'y a pas d'extraction. Et c'est une méthode qui a bouleversé notre travail. Alors, la méthode, on a montré qu'elle évite les défauts des extractions. Ici, c'est au tout début de cette exploration. On a testé du déglucose, des fructoses et du saccharose. Et par la RMN in situ, on en voit plus que par la meilleure méthode d'extraction des sucres. Et ça, c'est tout à fait remarquable. Ça prouve que les méthodes d'extraction sont mauvaises et que cette méthode in situ est bien plus avantageuse. Alors, avec Elsa Beauchard, qui était en stage, qui venait sauf erreur, de l'école de chimie de Strasbourg, on a cherché à voir jusqu'où on pouvait pousser la méthode, et on voit à gauche ce qu'on appelle le coefficient de variation. Pour beaucoup d'analyses, c'est les petites croix bleues, et on voit qu'il est majoritairement inférieur à 0,05, c'est-à-dire vraiment excellent. Et à droite, on voit le déglucose, le défructose et le saccharose à différents endroits d'une carotte à partir du centre. Et les incertitudes de mesure sont plus petites que les poids représentés. Donc vraiment, c'est très très bon. Alors après, on a appliqué ça sur beaucoup de méthodes. Par exemple, on a suivi des yaourts en train de se faire dans un tube RMN, et on a mesuré leur pH, c'est-à-dire leur acidité. On a déterminé ainsi que le pH que considèrent les industriels n'est pas bon, parce que c'est difficile de mesurer le pH quand il y a des protéines. On a suivi la fusion des graisses dans un yaourt. Dans un grain yaourt, il y a des graisses. Les graisses laitières, elles commencent à fondre à partir de moins 10 degrés, elles sont complètement fondues à 55. Et par RMN, on peut voir la quantité liquide et la partie solide. Voilà. Alors il faut bien calculer. Ici, on représente l'intégration, c'est-à-dire la quantité de l'air sous des signaux de caféine. Et ce que montre cette image, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est que par les méthodes commerciales, enfin disons les logiciels classiques, on obtient de grandes différences. Donc on n'est jamais sûr de ce qu'on fait. Et ça, c'est ennuyeux parce que il faut quand même prendre une décision, et les différences sont grandes. On voit par exemple sur ce qui est marqué PIC 3, on voit des valeurs 33, 28, 26, 28, 40. Qu'est-ce qu'il faut choisir? On n'en sait rien. Alors, c'est pour cette raison que nous avons introduit des fichiers que nous avons nommés integ. C'est des feuilles de calcul en Maple, et qui considèrent les différents cas et qui vont calculer les aires de façon parfaitement suivie. C'est-à-dire qu'on voit exactement ce que fait le calcul. C'est très simple, les étudiants de début de licence savent s'en servir rapidement. Et puis il y a plein d'autres possibilités. On peut donc regarder non pas seulement le proton, mais le carbone, le fluor, le phosphore. Il y a plein de séquences. On peut faire des corrélations, on peut faire l'RMN du solide. C'est absolument merveilleux. Voilà un spectre de RMN du carbone 13, toujours pour le café. C'est super, des corrélations donc, entre un café faiblement torréfié et fortement torréfié, on peut croiser ces informations. Et je termine comme ça. Alors, donc je me place entre Bacchus, le dieu du bien manger, et Hermès, le dieu de la chimie, pour clamer vive la RMN, méthode extraordinaire. Et puis vous avez mon email si vous avez besoin de me poser des questions.